Bonjour, Bonjour à tous. bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Oversea. Alors aujourd'hui, on va faire un point global sur le fret maritime, puisque vous savez que le fret maritime est au cœur de l'actualité en ce moment, même dans la presse non spécialisée. Donc il y a beaucoup de sujets en ce moment entre la saga des droits de douane de Donald Trump, les imports de Noël, les actualités en mer Rouge, etc. Donc beaucoup de sujets sur le fret maritime. Pour nous éclairer aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Louis, qui est responsable achat chez Oversea et plus particulièrement spécialiste de l'Amérique du Nord. Et de mon côté, je m'appelle Héloïse Roux, je suis également responsable achat maritime chez Oversea, plutôt spécialisée sur le trade Asie vers l'Europe. Donc, on va démarrer dans quelques instants. On va attendre un peu que tous les participants se connectent. En attendant, je peux vous présenter rapidement Oversea, si jamais certains ne connaissent pas encore. Donc, Oversea, nous sommes un commissionnaire de transport digital. On exerce depuis plus de 7 ans pour optimiser la supply chain de nos clients. On accompagne aujourd'hui plus de 700 chargeurs partout dans le monde et dans des industries assez variées. Donc, vous avez quelques exemples de clients qu'on accompagne à l'écran. Voilà, je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui participent à notre webinaire aujourd'hui. Je pense qu'on va pouvoir rapidement commencer. Alors, pour le plan du jour, on fera ça en 3 parties. On est assez simple, ça sera organisé par trade. On va commencer par parler du trade transpacifique, avec notamment la trêve commerciale entre la Chine et les États-Unis. Transpacifique, donc Asie vers États-Unis. Dans un deuxième temps, on parlera du transatlantique, donc trade plutôt Europe vers les États-Unis, avec des négociations sur les droits de douane qui sont toujours en cours. Et on terminera par l'import Asie, donc voilà, Asie vers l'Europe. Et on en parle en dernier parce que ce qui se passe sur l'Asie-Europe, c'est vraiment une conséquence de ce qui est en train de se passer sur les autres régions et sur les autres trades. Voilà. Dernière information avant de se lancer et avant de démarrer. Ces webinaires, on essaye de les faire le plus possible interactifs. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions tout au long de la présentation ou alors à la fin de la présentation. Vous avez un espace questions qui est prévu à cet effet en bas à droite de votre écran. Alors, le webinaire est assez dense aujourd'hui. Il y a beaucoup d'informations, mais on gardera 10 minutes ou un quart d'heure pour répondre à vos questions en direct à la fin du webinaire. Donc vraiment, je vous invite à le faire. C'est toujours un moment qui est assez apprécié. Et puis, ça peut être des questions, ça peut être aussi vos retours d'expérience qui sont aussi intéressants pour les autres participants du webinaire. Voilà pour cette introduction. Je pense qu'on va pouvoir commencer sans plus attendre. On va commencer donc par le trade transpacifique. Louis, je te passe la parole. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu l'actualité qui se passe actuellement sur ce trade ? Ouais, merci Héloïse. Alors depuis le 14 mai, les US et la Chine en fait sont encardés sur une trêve de 90 jours dans leur guerre aux droits de douane qui faisait rage. Cette annonce elle a conduit à une hausse soudaine des bookings au départ de l'Asie. Et donc du 14 mai au 14 août, les droits de douane sont désormais les suivants. Donc la Chine est passée de 145 à 30%, donc on a quand même une sacrée baisse. Et dans l'autre sens, donc de l'export US vers la Chine, on retourne sur des taux à 10%. Tous les indices de fret, dès ces annonces, ont directement bondi. On a rarement vu ça depuis 2020. Si on additionne en fait les commandes massives des entrepôts américains à ces annonces, plus tous les stocks qui étaient effectués à l'origine depuis plusieurs semaines par peur de shipper et de payer des frais astronomiques à l'arrivée, la coalition de ces deux facteurs font que les navires se remplissent à vitesse grand V. APAC parle notamment d'une augmentation de plus de 50% en début de semaine, donc assez drastique. Mais il va y avoir un petit problème avec toutes ces augmentations. Avec la chute des volumes des 2 derniers mois, on a en effet repéré une diminution de 20% en avril et 15% en mai. La capacité a été vachement restreinte par les carrières maritimes. Et donc, ce pic annoncé va laisser à penser que tous les taux vont continuer de grimper le temps que les carrières se mettent en place pour répondre à la demande. On a en effet des taux parfois qui explosent jusqu'à $6 000 cette semaine. On a notamment une PSS de $2 400 qui est attendue début juin et une autre déjà annoncée à la mi-juin. À cette nouvelle organisation de toutes les capacités viennent s'ajouter les futurs péages, les futures taxes que les navires qui ont été construits en Chine devront payer aux ports américains. Ces taxes sont applicables en octobre 2025 et on observe notamment la CMA-CGM qui a déjà discuté un peu là-dessus pour essayer de mettre en place. Elle a déjà en ligne de mire cette réorganisation de flotte pour mettre en place du coup leur gros navire face à ces demandes faites par le gouvernement américain. Si on passe côté transatlantique maintenant, donc voilà, dans l'autre trade qui concerne les US,
On a des navires qui sont de plus en plus pleins au départ du Nord-Europe, notamment les petits armateurs qui n'ont déjà plus de place jusque mi-juin. Pour tous les gros, donc je pense à MSC, à Pagloid ou CMA, on peut encore charger sous 2-3 semaines, donc c'est assez intéressant, mais on va pas être forcément au même niveau de taux. Les carrières, ils ont vraiment cherché à remonter le niveau des taux depuis quelques mois. On observe des PSS qui sont souvent annoncés. Alors, comme vous savez, sur ce trade-là, on annonce les PSS avec 1 mois de préavis, voilà, pour suivre le règlement du FMC. Mais ensuite, en fonction de l'évolution du marché, elles peuvent être soit supprimées, soit diminuées, soit appliquées si le marché a vraiment continué d'augmenter. En fait, on remarque que les annonces du président Trump ne semblent pas vraiment avoir impacté le trade, ni à la hausse ni à la baisse. On est un petit peu dans l'attente. Donc, en attendant l'accord de l'Union européenne avec Washington, on a remarqué que la Grande-Bretagne était parvenue à un deal le 8 mai dernier. Globalement, c'est la suppression de la taxe aluminium et acier qui était à 25%. On observe aussi la taxe des voitures qui est passée de 27 à 10%. L'idée étant de relancer un petit peu ce business. Et donc, il semblerait que l'Union européenne cherche à négocier des meilleurs accords que ceux obtenus par la Chine et le UK. Ça devrait suivre dans les prochains jours. On attend un accord, si pas cette fin de semaine, en début de semaine prochaine. Et enfin, donc, un dernier facteur qui est important à prendre en compte, on observe quand même des congestions sur les ports au nord de l'Europe, notamment Anvers, avec des grèves assez intempestives. Il y a aussi un gros facteur qui est donc l'installation des trades export de Gemini, qui a du mal à gérer en fait l'arrivée de ces feeders avec ces navires-mères. On observe du coup une espèce de congestion au port d'Anvers. Donc ça, plus les grèves, fait que voilà, le port d'Anvers est assez congestionné et vient notamment regarder aussi quelques retards navires, je dirais, sur les ports de Rotterdam ou du Havre, avec l'arrivée tardive des navires sur les ports secondaires. Globalement, 3 conseils sur le transatlantique qu'on peut vous conseiller. Le premier, donc l'anticipation. Vraiment anticiper vos commandes pour garantir votre espace à bord, que vous travaillez avec des plus petites compagnies maritimes sur ce trade ou les 3 gros. La règle est la même. Soyez aussi flex sur vos pick-up. Comme je vous disais, avec les grèves à Anvers, on observe des décalages navires parfois de 48 heures ou de 3-4 jours pour éviter de payer des frais supplémentaires au port, que ce soit la dette ou du stockage. On vous conseille d'être flex et de pouvoir écouter votre transitaire et décaler vos pick-up si c'est possible. Et enfin, contractualiser. C'est vraiment le seul moyen de limiter l'application des PSS quand elles tombent. Faites-vous référencer auprès de votre transitaire et des compagnies maritimes, qu'elles sachent un peu qui vous êtes dans leur portefeuille pour pouvoir vous protéger quand vous avez de la régularité auprès de ces compagnies. Voilà un petit peu pour le transatlantique. Super, merci beaucoup Louis pour ce tour d'horizon transpacifique et transatlantique. Je pense que vous l'avez compris, mais c'est surtout en ce qui regarde le transpacifique, c'est une période qui est peut-être un changement de paradigme par rapport au calme plat qu'on connaît depuis le début de l'année. Et cette situation de marché aux États-Unis et surtout entre la Chine et les États-Unis, elle a aussi des impacts sur le trade Asie-Europe, des impacts indirects. Si on regarde un petit peu les dynamiques d'offres et de demandes qu'on attend, on a un double effet qui pourrait se produire, ou du moins qui est attendu dans les semaines à venir. Le premier effet, donc sur le trade Asie-Europe, c'est une demande en hausse. Ça, c'est un effet qui est saisonnier et c'est lié au rush ou à la peak season pré-Noël ou pré-Black Friday, enfin bref, en anticipation des fortes ventes à la fin de l'année. Normalement, c'est une peak season qui survient plutôt début Q3, au début du 3e trimestre, généralement au mois de juillet et au mois d'août. Mais l'année dernière, en 2024, avec ce qui s'est passé en mer Rouge, on a vu cette peak season un peu plus tôt, donc à partir de mi-mai. Et cette année, on peut envisager avoir cette peak season à partir du mois de juin, puisque les transit times des navires sont toujours allongés, puisque le routing via le Cap de Bonne-Espérance est toujours la norme sur le marché. Et par ailleurs, cette année, vous l'avez peut-être constaté, vous en avez peut-être souffert, mais on a une très très mauvaise fiabilité des transit times cette année, qui est estimée entre 50 et 70% de fiabilité. Comme Louis le disait, c'est lié à beaucoup de facteurs, y compris la congestion en Europe. Mais donc, comme les transit times sont en moyenne peu fiables et rallongés, on s'attend à une peak season un peu anticipée cette année. Donc ça, c'est le premier effet, une demande qui pourrait être en hausse dans les semaines qui viennent. Mais c'est surtout le deuxième effet, l'effet capacité, qui pourrait changer dans les semaines à venir. Puisque avec l'appel d'air qui a été créé sur le Transpacifique, je le répète, mais c'est vraiment massif ce qui est en train de se passer sur le Transpac. C'est vraiment des milliers et des milliers de conteneurs qui sont expédiés d'un coup vers les États-Unis. On parle parfois d'un pic qui pourrait excéder le pic Covid. Alors ça, c'est un peu dramatique, mais c'est vraiment un pic qu'on a rarement vu, en tout cas dans les années précédentes. Forcément, avec l'augmentation aussi des taux, les armateurs redirigent
toute leur capacité, enfin une grosse partie de leur capacité sur le trade transpacifique au détriment du deuxième trade qui est le deuxième trade majoritaire pour les compagnies, donc le trade Asie-Europe. Donc on s'attend à ce qu'il y ait moins de capacité sur le trade Asie-Europe et donc une pénurie d'espace et surtout une pénurie d'équipements parce que les équipements vont être principalement mobilisés sur le trade évidemment le plus rentable pour les compagnies, à savoir le transpacifique. Et donc, on prévoit un déséquilibre de marché avec une hausse de la demande et une baisse de l'offre. Et donc, la conséquence à laquelle tout le monde s'attend, c'est l'annonce de hausse de taux. Et donc, il y a des GRI qui sont annoncés par les compagnies maritimes à partir de début juin. L'ordre de grandeur qui est annoncé donc du 1er au 14 juin, c'est plus $1 500 pour le Nord, plus $2 000 sur la Med. Donc, à partir du 14 juin et validité à partir du 1er juin, validité jusqu'au 14 juin. Donc des grosses augmentations de taux qui sont aussi annoncées sur l'import Asie. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est que penser de cette annonce de GRI, puisque effectivement, c'est là, je sais plus, 4e, 5e, peut-être 6e GRI qui est annoncé depuis le début de l'année. Pour l'instant, les tentatives de GRI ont toutes été infructueuses. Aucune des GRI annoncées depuis le début de l'année n'a tenu. Les taux sont globalement en baisse depuis le mois de janvier. Donc, il est quand même vraiment légitime de se demander, cette fois-ci, est-ce que cette GRI va tenir ou non, quoi. Et au risque de vous décevoir, chez Oversea et de manière générale, les transitaires, on n'a pas non plus de certitude absolue sur ce sujet. Tout ce qu'on sait, c'est que le marché est extrêmement volatile. Et ce qu'on peut vous donner, c'est les indices qu'on va regarder pour évaluer le marché et pour se faire une conviction sans pour autant avoir de certitude absolue. Ici encore, ce qu'on peut constater, c'est que cette GRI qui est annoncée, elle n'est pas liée à un état actuel du marché, mais elle est liée à un état prévu, à un état anticipé du marché. Très concrètement, aujourd'hui, le jeudi 22 mai, on obtient encore des bookings pour début juin. Les navires sont dynamiques, mais pas non plus énormément remplis. Alors, je vous donne des chiffres qui datent de la semaine dernière, mais qui sont assez édifiants. Les compagnies, la semaine dernière, elles estimaient leur taux de remplissage entre 85 et 95%. Ce sont de bons taux de remplissage, mais qui sont loin des 115-120% qu'on avait l'année dernière. Et un autre indice, c'est qu'on a toujours beaucoup de blank sailing qui sont prévus sur le mois de juin par les compagnies maritimes. Alors, certes, les blank sailing, ils viennent réduire la capacité, mais ça veut aussi dire que les compagnies maritimes, elles estiment que le volume ne sera pas là. Si elles mettent en place des blank sailing, ça veut dire que le volume n'est pas à la hauteur de ce qu'elles attendent et qu'elles sentent qu'elles doivent artificiellement réduire la capacité. Donc, finalement, c'est quand même un indice qui nous prouve que le volume, en tout cas, n'est pas encore au rendez-vous, quoi. Donc, on a quand même certaines raisons de rester sceptique face à cette 5e annonce de GRI. Cela dit, là où je veux vraiment insister, c'est que la grosse différence cette fois-ci, par rapport au GRI précédemment annoncé, c'est qu'aujourd'hui, on a des signaux très concrets d'augmentation sur le marché qu'on n'avait pas les fois d'avant. Donc, je vous ai remis à l'écran les deux indices principaux de fret. Donc, c'est le WCI en haut et le SCFI en bas. C'est les indices de fret dont tout le monde parle. Voilà, c'est les deux plus connus sur le marché, même s'il en existe d'autres. Je vous rappelle aussi que ce sont des indices, donc c'est pas du tout des taux moyens. C'est vraiment des indices qui ne sont pas regardés en valeur absolue, mais qui sont vraiment regardés en évolution. C'est là que c'est le plus intéressant. La valeur absolue, finalement, ne veut pas dire grand-chose. Et donc, ce qu'on voit bien sur le WCI, c'est le pic du Transpacifique. Donc, on le voit sur l'écran en vert et en orange. On voit que la semaine dernière, il y a eu un énorme pic sur le Transpac. Il faut aussi se dire que c'est des indices qui sont publiés tous les vendredis. Donc, ça date de la semaine dernière et on va voir demain ce que ça donne, mais l'augmentation risque d'être encore plus importante demain. Donc, on voit le pic du Transpacifique qui est énorme. On voit aussi son impact sur l'index SCFI. Le SCFI, c'est un mélange de tous les trades. Et donc, on voit que l'augmentation du Transpac, elle est tellement importante qu'elle a un impact significatif sur le SCFI et un impact qui n'a pas été vu dans une telle proportion depuis le début de l'année. Je vous ai laissé un petit peu d'historique sur ces graphiques. Donc, on voit que l'impact, il est quand même loin de ce qu'on a vu en 2024 pour l'instant, mais que la tendance, c'est quand même vraiment assez impressionnante. Et ce qu'on voit aussi sur le graphique du haut, c'est qu'il y a quand même généralement une corrélation entre le Transpacifique et l'import Asie. Alors, ça se suit pas pile poil et à la semaine près, mais généralement, quand le Transpacifique augmente, l'import Asie augmente, et quand le Transpacifique diminue, l'import Asie diminue. Et donc, une augmentation finalement des taux de fret à court terme sur l'import Asie, donc quand je dis court terme, c'est fin Q2, début Q3, elle nous semble quand même, avec cette perspective-là, envisageable, plausible, voire même probable, quoi. Tout en restant mesuré quant à l'impact et je veux dire l'intensité de cette augmentation, puisque encore une fois aujourd'hui, la réalité des volumes, elle ne justifie pas cette augmentation. Elle pourrait le justifier d'ici une semaine ou 2 semaines. C'est une question de temps.
Voilà, donc avant de passer à la partie recommandations et conseils qu'on aime bien toujours faire dans ces webinaires, je voudrais juste faire un petit point rapide sur la situation en mer Rouge, puisqu'on parle aujourd'hui beaucoup de la situation en mer Rouge. Donc aujourd'hui, on est dans une situation de paix armée, de cessez-le-feu entre les États-Unis et les rebelles houthis du Yémen. Il y a un cessez-le-feu qui a été signé il y a environ 2 semaines. Pour la faire courte, ce cessez-le-feu, il exclut Israël. Donc, en théorie, selon cet accord, les navires israéliens sont les seuls à être encore visés par des attaques en mer Rouge. Et d'ailleurs, on l'a vu depuis la signature de ce cessez-le-feu, les ports et les aéroports, que ce soit au Yémen ou en Israël, sont toujours au cœur d'attaques et de bombardements. Mais suite à cet accord, l'Égypte, qui je vous le rappelle est quand même une des grandes perdantes de cette situation, les revenus du canal de Suez, qui représentent une énorme partie du PIB de l'Égypte, ont drastiquement été réduits depuis la situation en début 2024. L'Égypte essaye donc de relancer le trafic et a annoncé le 15 mai une réduction du droit de péage, une réduction de 15%, pour essayer de convaincre les armateurs de repasser par le canal de Suez. Néanmoins, malgré ce cessez-le-feu et malgré cette réduction qui est annoncée par l'Égypte, les experts du secteur maritime n'attendent aucun changement majeur à court terme dans les routines. 2 raisons principales. La première raison, celle qui est invoquée par les armateurs, c'est la raison sécuritaire. En fait, les armateurs estiment que le cessez-le-feu est encore trop ambigu et que le passage via le canal de Suez et par la mer Rouge est encore trop risqué. Et donc, ça, c'est la raison principale qui est évoquée par les compagnies maritimes. Moi, j'y vois aussi une deuxième raison qui est la stratégie de réduction de capacité qu'on voit chez les compagnies depuis le début de l'année. On voit que les compagnies essayent de réduire la capacité pour s'adapter à une demande qui est restreinte. Et en fait, mine de rien, le routing via le Cap de Bonne-Espérance absorbe de la capacité. Et donc, repasser par Suez, ça reviendrait à réinjecter de la capacité sur le marché, ce qui est complètement contraire à la stratégie qu'on voit chez les compagnies depuis le début de l'année. Et donc, pour la faire courte, on attend à court terme pas de changement sur la situation en mer Rouge. Et donc, le routing via le Cap de Bonne-Espérance qui est toujours en vigueur. Et quand je dis à court terme, c'est-à-dire que c'est comme d'habitude une situation qui doit être vraiment monitorée de manière très régulière. Ça peut être amené à changer très rapidement. Mais voilà, pour le moment, pas de changement à court terme. Vous l'avez compris, donc sur l'import Asie et comme sur tous les trades finalement du monde, on est encore une fois dans un environnement qui est très incertain. On a beaucoup de forces qui sont à l'œuvre. On a à la fois un marché qui semble durablement morose, avec une demande qui est quand même toujours relativement faible, à la fois des décisions politiques et géopolitiques ponctuelles, mais qui ont, on le voit, un impact vraiment majeur, très important à court terme. Et donc, notre recommandation principale dans cet environnement complètement changeant, c'est toujours la même recommandation, c'est vrai qu'on vous dit la même chose à chaque webinaire, mais c'est de ne pas faire de paris tranchés sur une situation de marché. C'est vraiment de prendre en compte cette incertitude, d'accepter le fait qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans 1 mois, dans 3 mois et dans 6 mois, et donc d'adapter sa politique d'achat à cette incertitude. Très concrètement, nous, notre conseil, c'est de ne pas parier uniquement sur des taux spot, même si c'est difficile parce que c'est vrai que jusqu'ici, le pari a été intéressant et de belles économies ont pu être réalisées. Mais on l'a vu, il y a quand même un fort risque d'augmentation des taux à court terme. Et donc, c'est un pari qui pourrait s'avérer vraiment perdant dans les semaines à venir. Donc, notre recommandation, c'est également d'engager une partie de ces volumes sur des contrats long terme. L'avantage, c'est qu'en plus, en ce moment, les contrats long terme, ils sont plutôt bas puisque le spot est à la baisse. Alors, effectivement, au mois de mai, les taux spot restent plus intéressants que les taux long terme. Ça, c'est pas une surprise. Mais il nous semble quand même que c'est le bon moment pour engager une partie de vos volumes sur des contrats long terme. Encore une fois, il y a plusieurs modèles qui sont possibles. Vous pouvez engager 100% de vos volumes si vous avez vraiment besoin de stabilité budgétaire, mais vous pouvez engager aussi une partie de vos volumes et jouer le marché spot pour une deuxième partie de votre volume. Ça vous permet de diversifier les produits sur lesquels vous investissez et de réduire finalement votre risque, quoi. Ce qu'on vous conseille aussi, c'est de suivre de très près l'actualité politique et géopolitique. Et pour ça, on vous invite à vous rapprocher de votre commercial et de votre contact commercial chez votre transitaire. On peut vous proposer aussi de vous abonner à notre newsletter hebdomadaire qui s'appelle Le Chargeur. Je pense qu'on doit pouvoir vous afficher un lien à l'écran pour vous abonner au Chargeur. On vous invite évidemment à suivre nos webinaires. On essaye d'en faire vraiment un par mois en ce moment pour suivre cette actualité. Mais voilà, il faut rester au plus proche de votre contact commercial chez votre commissionnaire de transport. Ensuite, dernière recommandation, qui est plutôt une recommandation opérationnelle et à très court terme, beaucoup plus basique et beaucoup plus, on va dire, prosaïque, c'est on s'attend quand même, comme je vous l'ai dit, à des pénuries d'espace et des pénuries d'équipement. On a des transit times qui sont
extrêmement dégradé depuis le début de l'année, lié à la congestion en Europe et à beaucoup de facteurs. Et donc, on vous conseille de commencer à anticiper vos importations qui doivent arriver avant les fêtes de fin d'année, qui doivent être en stock avant les fêtes de fin d'année. Donc voilà, en ce moment, le préavis qu'on conseille à nos clients, c'est un préavis de 3 à 4 semaines, sachant qu'il est possible de trouver de la place on va dire en 2 à 3 semaines, mais sans choix forcément sur la compagnie maritime et sur le tarif. Si vous souhaitez une compagnie en particulier, un transit time en particulier, on vous conseille vraiment d'anticiper avec 3 à 4 semaines de préavis vos imports Asie. Voilà. On va arriver donc à la fin de notre présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et on va pouvoir passer à la partie questions. J'ai pas encore eu le temps de lire les questions. Alors, je vais les prendre. Je vais les prendre. Attendez, je vais les trier par vote. Ça sera quand même mieux. Et je vais commencer par une question de Irina concernant l'évolution de la situation en mer Rouge. Y a-t-il aujourd'hui des carrières qui passent quand même par le détroit de Bab el-Mandeb? Oui, tout à fait. Il y en a certaines, mais c'est pas du tout une nouveauté. Enfin, c'est pas du tout une nouveauté. Non, ça date d'il y a quelques mois. Donc, il y a certaines compagnies et la compagnie qui passe le plus par cette zone-là, c'est la CMA-CGM. Mais par contre, c'est sur certains services qui sont très, très restreints. Donc, CMA-CGM a un service qui passe structurellement par le canal de Suez, qui est généralement pas un service qui intéresse beaucoup d'importateurs ou d'exportateurs français, puisque c'est un service entre l'Asie et l'Est Méditerranée, donc la Turquie, le Liban, etc. Il me semble, c'est un service qui s'appelle le Bosphorus Express, il me semble. Et donc, ce service-là passe par le canal passe par le détroit, le canal de Suez, etc. de manière structurelle. Et ensuite, ponctuellement, il y a d'autres bateaux qui passent par cette zone-là, mais c'est pas annoncé longtemps à l'avance et généralement on le sait pas jusqu'à ce qu'on le constate, même nous en tant que transitaires sur le tracking, quand on voit que le bateau est dans cette zone-là et attend la frégate. De manière générale, quand un bateau passe par cette zone-là, c'est très sécurisé par les forces armées et donc elles sont généralement escortées par des frégates. Et quand c'est la CMA, c'est frégates de l'armée française. Donc voilà. Mais ça n'a pas changé. C'est une situation qui est, je pense, quasiment depuis le début de la crise. Il me semble que ce service-là de la CMA passe depuis le début de la crise de la mer Rouge par toujours cette zone-là. Et le fait que parfois les compagnies en fassent passer de temps en temps par le canal de Suez, pareil, c'est assez ponctuel, mais depuis le début de la crise. Et en tout cas, nous, on n'a pas vu d'évolution récente. Voilà. Alors, je vois une question qui a été votée, une question de Alberto. D'après vous, dans quelle proportion serait-il possible d'avoir des navires non chinois compatibles avec les nouvelles exigences américaines du mois d'octobre? C'est une question qui est très intéressante. Je vois qu'elle a été votée, donc je la prends. Je voudrais pas l'ignorer, mais c'est vraiment une question à laquelle je n'ai pas la réponse. Mais c'est une question qui est intéressante. Donc, ce que je vous propose de faire, Alberto, c'est de me renseigner et éventuellement de vous revenir après par mail, parce que je pense pouvoir trouver des éléments. Mais voilà. Pour l'instant, en tout cas, c'est quelque chose qui va pas impacter, on va dire, les taux de fret et les capacités à court terme, puisque c'est pas une exigence qui est mise en place dès aujourd'hui. C'est encore quelque chose qui est on va dire en discussion entre les différents pays. Donc voilà, pas d'inquiétude à court terme sur ce sujet-là. Alors, ça c'est peut-être, Louis, je vais peut-être te passer la question d'Anaïs. Comment évaluez-vous la congestion dans les ports nord-européens et à quoi s'attendre sur les réceptions d'été? Peut-être que Louis, tu peux faire un petit point sur déjà les différentes grèves qu'il y a eu depuis le début de l'année, que ce soit en France ou dans les autres pays du Nord-Europe, voir un peu aussi à quoi on s'attend dans les prochaines semaines. Yes. Alors pour les grèves au Havre, donc ça a été quand même assez perturbatif sur les derniers mois, mais pour l'instant il n'y a pas de nouvelles annonces pour l'été. En tout cas en ce moment c'est plutôt sur Port d'Anvers où on a une 4e grève du coup en ce moment, principalement des dockers mais aussi des pilotes. Globalement, comment on attend ça? On remarque quand même un petit peu de baisse, puisque comme je vous disais, il y avait donc aussi toute l'installation de Gemini qui venait aussi impacter le port d'Anvers. L'installation Gemini va s'installer. C'est une alliance qui est amenée sur le moyen terme à fonctionner. Donc voilà, ils ont aujourd'hui augmenté un petit peu les taux de certains trades pour pouvoir réduire leur volume et prendre le temps de répondre à la demande. Mais pour l'été qui arrive, à part les grèves d'Anvers, et logiquement, ils n'ont pas encore été annoncés pour le mois de juin, ça devrait se stabiliser. On observe souvent un petit backlog à ce sujet-là. Comme je vous disais, le trade notamment transatlantique, dont les carrières maritimes cherchent à augmenter les taux. Peut-être que voilà, si la demande répond ça et face à une annonce d'accord entre l'Union européenne et Washington,
ça pourra venir perturber un petit peu tout ça. Donc il faudra rester attentif sur les prochains jours. Mais pour l'instant, c'est peut-être un petit peu tôt pour se prononcer sur l'été en Europe. Alors, je vais prendre une question de Kevin. Quelles sont les tendances liées au taux de fret pour cette fin d'année entre les incertitudes liées à Trump et la guerre en mer Rouge? Merci beaucoup de poser cette question, Kevin. Comme ça, je vais pouvoir résumer en un mot on va dire la teneur de ce webinaire. Alors, les évolutions de taux de fret à court terme sur le Transpacifique, elles sont très clairement à la hausse et ça, c'est confirmé. Pour la fin d'année, c'est quand même encore un petit peu compliqué de se prononcer, quoi. Si là, on s'attend à un pic. En fait, c'est vrai que c'est quand même assez important de se dire qu'aujourd'hui, la trêve, elle est de 90 jours. Donc, non seulement il y avait beaucoup de backlog qui étaient en Chine prêts à être expédiés, mais en plus, là, on a un peu un sentiment d'urgence en se disant si jamais à l'issue des 90 jours, il n'y a pas d'accord qui est trouvé, alors il va falloir réarrêter d'exporter depuis la Chine, d'importer vers les États-Unis. Peu importe, c'est la même chose. Et donc, il y a vraiment un effet rush à très court terme. Sur le long terme, c'est un peu compliqué de savoir en fonction de est-ce que la trêve va être prolongée, est-ce que l'accord va être prolongé ou au contraire, est-ce que les très forts droits de douane vont être remis en place, etc. Donc ça, c'est pour le Transpacifique, très forte hausse des taux à court terme. Sur la partie import-Asie, on s'attend aussi, et il y a d'ailleurs des hausses des taux qui sont annoncées à court terme, mais pour l'instant, comme elles ne sont pas liées à un vrai rush de la demande, on attend quand même un peu de voir où les taux vont se stabiliser. Est-ce que cette augmentation de taux, elle va être aussi forte qu'annoncée actuellement? Et est-ce qu'elle va avoir lieu au 1er juin ou plutôt peut-être au 15 juin ou au 1er juillet? Donc, on s'attend à une augmentation des taux, mais sur le temps un tout petit peu plus long et peut-être un tout petit peu moins forte que celle qu'on voit sur le Transpacifique. Et ensuite, sur le transatlantique, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'impact sur les taux de fret des annonces de Donald Trump. Donc, les taux de fret restent relativement stables, même si, quand je dis relativement stable, ça veut dire hausse-baisse, hausse-baisse. Les compagnies, elles essayent de remettre de la rentabilité, donc d'annoncer des PSS qui finalement sont pas tout à fait liés à l'état des volumes. Donc, les PSS vont pas forcément être maintenus. Et donc, on a vraiment un peu ce yo-yo des taux de fret, mais avec une certaine stabilité, on va dire, sur le temps. Voilà. Il y a beaucoup de questions. Merci beaucoup pour toutes vos questions. J'essaie de les lire en parallèle et d'y répondre. Alors, une question de Zélia. Bonjour, quel est le transit time à prévoir entre la Chine et la France actuellement? Alors, je vais vous répondre pour on va dire, Yantian-Le Havre, quoi, le plus simple. Alors, le transit time théorique entre un Yantian-Le Havre, il est au plus bas de 32 jours et au plus haut de 45 jours. Ça, c'est la théorie. Au plus bas, c'est plutôt sur Ocean Alliance. Au plus haut, c'est plutôt sur Première Alliance. Voilà, avec MSC qui se situe un peu entre les deux, sachant que maintenant Première Alliance a des allocs en plus sur MSC, et Gemini qui a toujours une promesse de transit time assez bas. Ça, c'est la théorie. La pratique de ce qu'on a constaté depuis ce début d'année, c'est que c'est extrêmement dégradé. Et donc, nous, on constate à peu près entre plus 10 jours et plus 15 jours par rapport à ce qui est en théorique. Il y a des alliances qui semblent souffrir plus d'allongement des transit time, mais ça nous semble pas tellement lié à l'alliance. En fait, ça nous semble plutôt lié au hasard des navires et des problèmes qu'il y a. Et les problèmes qu'on a, alors aujourd'hui, c'est pas trop en Asie, il n'y a pas énormément de congestion dans les ports asiatiques, mais c'est surtout, il y a eu des problèmes de météo dans la zone de la Méditerranée avec des tempêtes, etc., dont on a parlé dans la presse parce qu'il y a des bateaux qui ont même perdu des conteneurs. Et il y a surtout beaucoup de problèmes de congestion liés aux grèves. Donc ça, Louis en parlait juste avant, mais il y a eu la grève au Havre qui a duré extrêmement longtemps. Ça a été suivi par 4 grèves successives à Anvers, donc grève des pilotes, grève des dockers, etc. La désorganisation à Rotterdam liée au feeder de la compagnie Gemini, également de la congestion dans les ports UK, donc de Grande-Bretagne, pardon. Et donc, on a eu vraiment des allongements de transit. Donc, aujourd'hui, pour vous répondre de manière courte, il faut compter entre 45 et 55 jours pour être voilà, au plus proche de la réalité. Et il faut savoir que parfois, donc si vous êtes sur du Yantian, là, voilà, mais si vous êtes d'un autre port chinois qui est touché en premier, ça peut être encore un petit peu plus long que ça. Et je réponds à Yann dans la foulée, 30 jours. Alors nous, on parle toujours en jours calendaires, hein, puisque les navires naviguent également les jours non ouvrés. Donc en fait, que ce soit un samedi, dimanche ou un lundi, peu importe. Donc voilà, c'est en jours calendaires. Mais encore une fois, quand je dis 30 jours, transit time théorique, en pratique, on est plutôt sur du 45 jours minimum en ce moment. Voilà. Je prends une question de Flavie. Pourquoi les compagnies continuent à faire des blank sailing alors que la demande est en hausse? Eh ben, excellente question, Flavie. Et c'est pour ça que
c'est pour ça qu'en fait, on a des raisons de douter et j'ai essayé d'être le plus mesuré possible dans mon analyse parce que, effectivement, à la fois les compagnies annoncent qu'elles prévoient une hausse de la demande et elles annoncent des GRI. À la fois, on voit quand même qu'il y a des blank selling qui sont mis en place depuis le début de l'année et donc les compagnies ont quand même une politique proactive de réduction de la capacité. Donc, on est un petit peu amené à douter de cette hausse des volumes. Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce que c'est pas un vœu pieux de la part des compagnies maritimes, etc. Donc, c'est une vraie question à laquelle j'ai pas vraiment la réponse parce que les compagnies maritimes, finalement, elles nous disent ce qu'elles veulent et nous, on ne peut que constater avec l'aide des experts du secteur, de ce qu'on voit de nos clients et de ce que nous disent aussi nos agents chinois à l'origine, parce que nos agents chinois sont très très proches de la réalité, essayer de regrouper un peu les sources et en déduire une espèce d'analyse ou de projection sur la suite pour le marché. Mais voilà, là, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu beaucoup de blank selling qui ont été mis en place au mois de mai. Il y a toujours des blank selling qui sont prévus sur le mois de juin. Mais ce qu'on a vu aussi par le passé, c'est que parfois les blank selling sont annulés. Donc une annulation d'annulation. Bref, les compagnies maritimes remettent des bateaux. Si elles voient qu'il y a une forte hausse de la demande, elles remettent des bateaux. Et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer actuellement sur le Transpacifique. Donc voilà, de manière générale, elles vont essayer de coller au plus près à la demande. Alors, je lis d'autres questions pour voir s'il y en a. Et en plus, je vois qu'on a un petit peu dépassé le temps et on arrive en plus à la fin des questions, donc ça tombe très bien. Je vais prendre la dernière question qui est extrêmement intéressante, une question de Yann. Contractualiser les prix FCL, est-ce que ça correspond à un risque de garder des prix hauts si réouverture de Suez et hausse de la capacité sur le marché? Et effectivement, en fait, pardon, excusez-moi. Derrière cette question de Yann, il y a toute une question de la légitimité de la contractualisation, pourquoi contractualiser sur du long terme, etc. Et donc là, j'ai beaucoup d'éléments de réponse à vous apporter. Il faut déjà voir qu'il y a un petit peu un déséquilibre entre les longs termes et les courts termes. C'est-à-dire que effectivement, si on se trompe et qu'en fait le marché spot reste bas toute l'année et que finalement la contractualisation n'a pas fait gagner d'argent, c'est possible que ça arrive, c'est très très improbable, mais possible que ça arrive. En fait, l'impact de cette erreur, il n'aura pas été énorme puisque les taux contractuels aujourd'hui, ils sont un peu plus hauts que les taux spot, mais dans des proportions vraiment minimes, quoi. Alors que, à l'inverse, si on se trompe en disant, moi, je veux parier sur le marché spot, je suis convaincu qu'il a resté bas, donc je ne veux pas parier sur un contrat à long terme, et qu'on se trompe dans ce sens-là, l'impact, il va être énorme. On l'a vu en 2024, les taux spot, je vous rappelle qu'ils ont dépassé les 8 000 $. Alors, les taux contractuels ont un petit peu augmenté avec des PSS, etc. Mais vraiment, c'est le fait de se tromper dans un sens ou dans l'autre est sans commune mesure. Et donc, c'est pour ça que nous, on conseille vraiment de s'engager sur un contrat long terme parce que l'impact de l'erreur ou de la mauvaise analyse du marché, il est quand même très faible quand on s'engage sur des taux long terme. Ensuite, effectivement, il y a un risque de garder des prix hauts, entre guillemets. Ce qu'il faut voir aussi, et là, on l'a constaté depuis le début de l'année, quand il y a un vrai décrochage entre des taux long terme qui sont très hauts parce qu'ils sont négociés au moment où le marché spot est haut et qu'il y a un vrai décrochage avec les taux spot qui baissent très fort, les taux long terme peuvent être réévalués à la baisse. Alors, ça ne sera pas une réévaluation toutes les semaines, hein, évidemment, c'est pas un taux spot, mais par contre, ça peut être réévalué à la baisse. De la même manière que s'il y a un décrochage dans l'autre sens, donc un taux long terme qui est négocié très bas au moment où les taux spot sont très bas et qu'il y a une explosion des taux spot, ça peut être réévalué à la hausse. Et c'est ce qui s'est passé en 2024 avec l'application, notamment, je crois que c'était au mois de juin, aux alentours du mois de juin ou de mai, d'une PSS. Les taux contractuels, dans ce cas-là, restent toujours bien en dessous des taux spot, mais il est possible d'avoir une réévaluation à la hausse ou à la baisse, une fois ou deux courant de l'année, si vraiment il y a un décrochage entre les taux spot. Et ensuite, le troisième élément de réponse que j'ai, c'est qu'encore une fois, on ne vous conseille pas forcément, si ça ne correspond pas à vos besoins, d'engager 100% de vos volumes sur des taux contractuels. Il est toujours possible d'engager une partie de vos volumes, 50%, 50%, 70%, 30%, peu importe, en fonction des besoins que vous avez de stabilité tarifaire. Et ça vous permet de, un petit peu comme en finance, en fait, d'investir sur plusieurs types de produits, des produits plus risqués, des produits un peu moins risqués, et donc, in fine, de réduire votre risque. Et donc, de maximiser vos bookings spot quand le spot est bon, de maximiser vos bookings long terme quand le long terme est plus intéressant. Et donc, voilà, il y a vraiment beaucoup de modèles de contractualisation qui existent. Et pour ça, je terminerai en vous disant que je vous invite à vous rapprocher de votre contact commercial chez votre transitaire ou chez Oversea, de prendre contact avec un expert Oversea si vous n'êtes pas déjà en lien avec quelqu'un de chez nous et puis on pourra avoir des solutions adaptées aux besoins de votre supply chain. Voilà,
On a un petit peu dépassé l'heure. Je vois en plus qu'il y a plus vraiment de questions. Je suis contente qu'on ait pu répondre encore une fois à toutes vos questions. Je vous remercie encore vraiment beaucoup pour votre participation, pour toutes vos questions. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à chaque fois à ces webinaires, donc c'est vraiment toujours un plaisir pour nous, pour Louis et moi, pour toutes les équipes d'Overseas de pouvoir interagir avec vous à cette occasion. Les webinaires, c'est tous les mois, donc on essaie vraiment de maintenir ce lien avec vous le plus régulièrement possible. Encore une fois, je vous invite à vous abonner au chargeur pour avoir des nouvelles un petit peu plus de manière hebdomadaire. Et puis voilà, je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir.